Vous voyez les gens là, ils ne demandent jamais qui a attaqué le pays en 2002. Ils demandent toujours pourquoi quand ils ont attaqué le pays en 2002 là, Gbagbo n'a pas riposté. En fait, à les entendre parler, on a l'impression qu'il est plus choquant d'éviter le sang versé en choisissant la voie de la discussion plutôt que de se saisir d'une arme pour pouvoir tuer son prochain. Et c'est dommage. Et pour moi, j'estime qu'il y a deux possibilités qui expliquent ce fait-là. Soit ces personnes estiment qu'il n'est pas avantageux pour elles de demander des comptes à ceux qui ont fait la rébellion. Et là, on peut comprendre aisément la souffrance et la gêne qu'ils endurent dans le silence. Ou soit, ces personnes-là n'aiment pas simplement la personne du président Laurent Gbagbo. Mais ici, il n'est pas question d'aimer la personne du président Laurent Gbagbo ou pas. Il est plutôt question de lui reconnaître ses droits et ses mérites. Ok, dans tous les cas, on sait tous que c'est la mauvaise foi qui domine le sujet. Et c'est pas bon pour un pays qui veut se débarrasser de longues années de crise politique et sociale. N'en déplaise aux petits esprits, je vais tout de même expliquer ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Parce que ce sont de millions de jeunes Ivoiriens qui n'ont pas forcément connu cette époque et qui aujourd'hui sont influencés par de nombreuses contre-vérités qui les environnent. Quand un homme marche, il laisse des traces. Et je pense que l'auteur de cette phrase, devenue aujourd'hui légendaire, a clairement signifié dès l'entame de l'année 2025 que lorsqu'il prenait le pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire n'avait pas véritablement d'armée pouvant faire face à une déstabilisation d'ampleur. Après, il ne faut pas en vouloir à ses prédécesseurs, puisque pendant de longues années, la Côte d'Ivoire était un havre de paix. Depuis que le président Félix Houphouët-Boigny et ses camarades de lutte ont permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance, jusqu'à ce qu'il décède en 1993, la Côte d'Ivoire n'avait jamais été confrontée à une situation d'attaque massive. Et donc, on peut comprendre pourquoi l'armée n'a pas été une priorité budgétaire pour le jeu. À la suite du décès du président Boigny en 1993, le président Bédié prend le pouvoir, certes sur fond de crise politique, mais rien ne présageait que le pays, à l'avenir, allait être confronté à une situation de déstabilisation. Ironie du sort, le président Bédié est évincé du pouvoir en 1999 par un coup d'État orchestré par le général Robert Guéhi. Il faut dire qu'il fait le coup d'État avec les moyens de bord. À l'époque, il n'y avait aucune opposition armée en face. Mais il faut reconnaître que ce coup d'État a été une sorte de porte ouverte qui a permis aux armes de commencer à circuler partout dans le pays. C'est dans ce contexte qu'en octobre 2000, le président Laurent Gbagbo est élu à la tête du pays. En janvier 2001, c'est-à-dire 3 mois après sa prise de fonction, il subit un coup d'État qui finit par échouer. Laurent Gbagbo se rend compte qu'il faut équiper l'armée. Mais jusqu'à quel degré? Parce qu'à l'époque, à sa prise de fonction, la Côte d'Ivoire connaissait une crise économique majeure. Et le budget de la Côte d'Ivoire tournait autour de 1900 à 2000 milliards. Ce qui n'a rien à voir avec les 15 000 milliards du budget de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire subit une autre tentative de coup d'État qui échoue. Sauf que la particularité de ce coup d'État était qu'il était très violent. Et même plus violent que celui de 1999. Ce coup d'État était tellement violent que toutes les bases militaires stratégiques du pays, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, étaient attaquées au même moment. Au point où on avait l'impression que la Côte d'Ivoire faisait face à une invasion des forces étrangères. Mais ce coup d'État a échoué. Et les soldats qui avaient échoué de prendre le pouvoir ont fini par battre en retraite et à s'installer dans le nord, dans la moitié nord et ouest du pays, faisant de cette zone une zone occupée par une rébellion armée. Cela prouve que Laurent Gbagbo, après la première tentative de coup d'État que son régime a essuyé, s'est donné les moyens d'équiper l'armée malgré la crise économique que traversait le pays. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc, l'armée de l'époque a pu faire échouer ce coup d'État. Et je me souviens que dans les premières heures de ces attaques, les forces de défense et de sécurité étaient déterminées à libérer le pays. Sauf qu'elles se sont heurtées à l'opposition des forces françaises en Côte d'Ivoire. Et donc, le président Laurent Gbagbo a raison de dire que la rébellion qu'ils ont envoyée là, il a contenu ça. Gbagbo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Mais je dis,
si Laurent Gbagbo voulait mener cette guerre, malgré l'implication de la France, il allait se doter de tous les moyens pour pouvoir mener cette guerre. Et même peut-être aller chercher tous les soutiens à l'étranger. En tout cas, des soutiens qui sont opposés à la France, bien sûr, pour pouvoir mener cette guerre. Mais quelles auraient été les conséquences? Parce qu'en face, on avait un ennemi qui était tout de même armé, mais pas invincible, mais armé jusqu'aux dents et qui était déterminé à faire couler le sang des Ivoiriens, à s'aimer le désordre partout dans le pays. Et donc, face à cette situation, on choisit de mener la guerre où on va à la discussion. D'autant plus que ce conflit était un conflit ivoiro-ivoirien. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle donne l'impression d'une fin du monde. En tout cas, quand il y a la guerre, tout s'arrête. Et la guerre détruit à tous les niveaux, d'un point de vue éducatif, professionnel, humain, économique, à tous les niveaux. Je vous assure que si Laurent Gbagbo devait s'en tenir à son orgueil, la Côte d'Ivoire se serait rwandatisée. La Côte d'Ivoire serait devenue aujourd'hui comme ce que la Libye est, ou la Syrie. Mieux vaut discuter quand on peut discuter. Il ne faut pas qu'au nom de la souveraineté de l'État, on fasse des morts inutiles. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas besoin, pour démontrer cela, de faire des morts inutiles. On n'a pas besoin. Regardez les militaires, regardez les soldats, regardez les gendarmes, regardez les policiers. Au-dedans de ces uniformes, ce sont des êtres humains. Dans l'uniforme, ce sont des êtres humains. Quels auraient été les impacts de cette guerre dans un contexte de crise ivoiro-ivoirienne? Je vous assure que si Laurent Gbagbo devait s'en tenir à son orgueil pour mener cette guerre, rien que pouvoir se maintenir au pouvoir, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui détruite. Et c'est ce qu'en Libye, Muammar Kadhafi n'a pas compris. Et puis aujourd'hui, la Libye n'est que l'ombre d'elle-même. Peut-être que si Muammar Kadhafi avait accepté de laisser le pouvoir aujourd'hui, les Libyens allaient regretter Kadhafi au point de le ramener au pouvoir. La guerre n'est pas une bonne chose. En tout cas, la guerre n'est pas toujours la solution. Et je pense qu'il faut féliciter le président Laurent Gbagbo d'avoir choisi la voie de la discussion et des compromis. Cet homme-là a besoin d'être félicité par le peuple. Et non d'être moqué au motif que cet homme-là a refusé de faire la guerre et donc il est peureux. Il revient à nous désormais de faire en sorte que aucun individu ne puisse s'attaquer à un pouvoir, à une institution, à un ordre républicain que le peuple a installé, rien que parce qu'il veut le pouvoir. Il faut féliciter le président Laurent Gbagbo pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est parce qu'il a accepté de baisser ses principes que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Laurent Gbagbo n'a fait de mal à personne en Côte d'Ivoire. Il a même permis à ceux que la Constitution ne permettait pas d'être candidat, de candidater, rien que pour qu'on puisse laisser les Ivoiriens en paix. Mais malgré tout, ils n'ont pas désarmé. Et ça nous a permis de voir ce qu'on a connu en 2010. Laurent Gbagbo n'a pas empêché quelqu'un de porter boubou en Côte d'Ivoire comme on veut le faire croire. La preuve, il a été élu en octobre 2000. En janvier 2001, c'est-à-dire 3 mois seulement après avoir pris le pouvoir, ils ont tenté un premier coup d'État contre lui qui a échoué. Et ils ont justifié le coup d'État là par quoi? Par le fait que sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, on ostracise des personnes ou des peuples et qu'on empêche les gens de porter boubou ainsi de suite. En seulement 3 mois de gouvernance, c'est la mauvaise foi, comme je l'ai dit, qui domine le débat. Et c'est pas bon pour un pays qui veut tourner le dos à de longues années de crise politique et sociale. Laurent Gbagbo dit qu'aucun sacrifice n'est de trop pour pouvoir avoir la paix. Et c'est ce Laurent Gbagbo là qu'on veut faire passer pour un démon. Alors qu'il a accepté de partager son pouvoir avec les rebelles, rien que pour que les Ivoiriens aient la paix. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'on puisse avoir la paix? Quelle nation on veut construire lorsqu'on s'évertue à faire comprendre aux jeunes générations qu'il est plus choquant de discuter, de choisir la voie de la discussion que de se saisir d'une arme pour pouvoir tuer son prochain? C'est triste.